Le 24 juin 2016, les Britanniques ont dit non à l'Europe. Si la Grande-Bretagne est le premier pays à quitter l'Union européenne, il n'est pas le premier à la sanctionner. Cette joie des Britanniques résonne comme un souvenir effacé. Les Français rejettent. Rappelez-vous, il y a 12 ans, le 29 mai 2005, les Français, eux aussi, ont voté la défiance en disant non au traité de constitution européenne. Non à l'Europe de l'austérité et du libéralisme. Cette année-là, lors du référendum européen, les chefs des deux partis majoritaires ont mené la campagne du oui en déclarant la main sur le cœur que cette décision revenait au peuple. J'étais pour le référendum, car on ne peut pas dire l'Europe c'est important et la construire sans les peuples. J'étais également favorable au référendum parce que je pense qu'on ne peut réconcilier les citoyens avec la démocratie et avec l'Europe que s'ils participent eux-mêmes au choix. Vous avez bien entendu, l'Europe ne pouvait pas se faire sans l'approbation des peuples. Et le peuple, contre toute attente, a dit non au traité. Pourtant, nous allons voir comment Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, va contourner le vote souverain des Français. Je suis scandalisée. Comment les parlementaires, les élus de la nation peuvent défaire ce que le peuple a fait? C'est une atteinte à notre démocratie qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Et ce n'est qu'un début. Devenu à son tour chef d'État, François Hollande oubliera sa belle promesse de campagne, imposer une Europe plus sociale. Au fil des ans, deux France vont se déchirer, celle d'en bas et celle d'en haut. Les acteurs politiques de cette tragédie vont maintenant vous raconter l'histoire de cette fracture démocratique qui fait aujourd'hui le lit du Front National. Tout commence en 2003. Cette année-là, l'Europe passe de 15 à 25 et décide de se doter d'une constitution censée renforcer, selon elle, ses institutions. 25 pays doivent se prononcer pour ou contre par voie parlementaire ou référendaire. Le texte, un pavé de 400 pages, évoque une constitution bizarrement plus économique que sociale et politique. On y parle de services publics réduits, de marché unique, de concurrence libre et non faussée, mais nullement d'harmonisation fiscale ou de minima sociaux. De quoi fâcher une France si chèrement attachée à sa politique sociale. Le 14 juillet 2004, jour de la fête nationale, le président Jacques Chirac annonce alors que seuls les Français peuvent décider de leur destin. Bien entendu, les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés. Par référendum. Et donc il y aura un référendum qui aura lieu, en toute hypothèse, l'année prochaine. La décision du chef de l'État est un vrai choix démocratique, mais elle va diviser le pays. Dans les états-majors, c'est le branle-bas de combat. La campagne qui s'annonce sera dure et intense. À l'extrême droite, chez les souverainistes, le MPF de Philippe de Villiers s'oppose sans surprise au traité. Idem au Front National. Si à l'UDF, on se positionne pour le oui au traité constitutionnel, son président François Bayrou pressent que ce référendum ne va pas être une simple formalité. J'étais sans illusion et profondément inquiet. Et profondément habité par l'idée que cette affaire allait pas se passer comme on croyait. À l'UMP, le chef du parti, Nicolas Sarkozy, suit naturellement le président de la République. Pour lui, ce sera un oui gagnant. Dans cette belle alliance de la droite traditionnelle, quelques parlementaires UMP se désolidarisent. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, est contre ce traité. Cette position va l'amener plus tard à quitter le parti. Or, je pense qu'ils étaient tous convaincus de le gagner haut la main. J'ai pas eu le sentiment, j'ai pas le souvenir en tout cas de crainte. Je vois encore Raffarin dans les couloirs de l'Assemblée, Premier ministre, me disant 54-55 pour le oui. Mon pauvre Nicolas. Si le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin semble si sûr de lui, c'est peut-être parce que les députés qui pensent non en coulisses n'osent pas l'exprimer ouvertement.
Mais parce qu'ils ont peur de perdre leurs investitures, parce qu'ils sont enserrés dans ce tissu relationnel, parce que le système politique de la 5e enferme les convictions, les éteint, les assomme, les détruit. À droite, le tissu relationnel enferme les convictions. Mais pour certains élus de gauche, elles sont plus fortes que la peur de perdre leur investiture, d'être écartés du parti, à l'instar d'Henri Emmanuelli, bien décidé à voter non. C'est un texte d'inspiration libérale. Je ne vois pas pourquoi les socialistes le voteraient. Un discours que ne partage pas la députée Marie-Lise Le Brochu et la majorité des cadres du Parti socialiste. J'ai jamais trouvé ce traité ultralibéral. L'Europe doit prendre chair, doit prendre corps, et doit donc avoir une constitution pour pouvoir exister dans le monde. Mais parler d'économie n'est pas en soi constitutionnel. Moi, ma conviction dans cette histoire, c'était de dire la concurrence libre et non faussée doit nous conduire à la mondialisation fiscale et sociale. Dans les coulisses du Parti socialiste, à l'abri des regards, les propos des députés réfractaires agacent. François Hollande, premier secrétaire du parti, européiste, libéral et favorable au oui, décide alors d'en appeler aux militants. Parmi les rebelles socialistes se trouve le sénateur de l'Essonne, Jean-Luc Mélenchon. François Hollande a décidé d'organiser un référendum interne au Parti socialiste. Il a pris tout le monde par surprise. Tout le monde était mis au pied du mur. Ou bien on est pour et on est un Européen, ou bien on est contre, on est un nationaliste, xénophobe, le repli sur soi, que sais-je encore. Ces arguments qui ensuite ont été déversés à foison sur le peuple français pour culpabiliser. Députée et ancienne vice-présidente du Parlement européen, Marie-Noëlle Lienemann emboîte le pas de Jean-Luc Mélenchon. Elle considère le référendum interne comme une véritable duperie. Il s'est arrangé pour faire le référendum interne, non pas sur le fond du traité, mais sur la légitimité de François Hollande. Et moi, je le vois dans une fédération comme le Pas-de-Calais, où les militants sont vent debout contre ce traité, mais qui votent oui au référendum interne, avec l'argument « on ne peut pas faire ça à François Hollande ». C'est déjà révélateur d'une fragilité politique du Parti socialiste, où les effets d'appareil avaient pris le pas sur les effets de débat politique. Ils sont si fidèles, les militants socialistes, qu'ils donnent le 1er décembre 2004 le oui vainqueur à 59%. Merci de tout cœur aux militants d'avoir compris ce qu'était cet enjeu, qui n'était pas un enjeu de personne, ni un enjeu pour préparer d'autres échéances. S'il le dit, c'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'il décide de convoquer le Conseil national pour asseoir son autorité. Les récalcitrants doivent rentrer dans le rang, ce que fait Manuel Valls, qui, après avoir défendu le non, se rallie au chef et décide de voter oui. Au PS, c'est comme à l'armée. Pour ceux qui n'obéissent pas, c'est la porte de l'exécutif du parti. J'ai été liquidée du jour au lendemain, enfin, du bureau du secrétariat national. Pour être franche, on s'en remet très bien. Hein. Normalement, le secrétariat national, c'est l'exécutif. Et l'idée que François Hollande s'est toujours fait de l'exécutif, c'est pas de rassembler la diversité des gens, c'est d'avoir une cohorte de gens qui lui est fidèle. Et donc, de ce point de vue, on verra que cette méthode de gouvernement, c'est aussi celle qu'il choisira au pouvoir. La crise d'autorité de François Hollande signe le début d'une fracture au sein du parti. Tandis que Laurent Fabius, numéro 2 du PS, dit non au traité pour affirmer sa stature de présidentiable face à Hollande, d'autres, à l'instar de Marie-Noëlle Lienemann, Henri Emmanuelli et Jean-Luc Mélenchon, se lancent dans une campagne pour le non par conviction pour une autre Europe. Le non socialiste, il existe au PS et dans la société. Et il ne peut pas être rayé d'un trait de plume et il ne s'abandonnera pas à d'autres. Il sera représenté par des socialistes. Un non-socialiste qui prend pour porte-parole le militant Pouria Amir Chahi. François Hollande, il est pour prendre le parti de l'économie de marché libérale et il est prêt à assumer une alliance avec l'UMP sur un texte aussi important. Il fera d'ailleurs campagne de fait aux côtés de l'UMP, de Nicolas Sarkozy. Ils vont battre estrade commune. Donc tout ça, il le démontrera ensuite. De grande messe en grande messe, financés par leur parti, François Hollande et Nicolas Sarkozy se jettent dans la campagne avec un seul mot d'ordre, faire gagner coûte que coûte le oui, qui s'affiche alors à 69%. Si notre peuple dit non, eh bien le processus de la Constitution s'arrête. Ce serait pour nous un problème gigantesque que la France se laisse aller à dire non, alors que la paix mérite que l'on dise oui.
On en croise du beau monde dans ces meetings. Ténor socialiste européen pour la gauche, grand patron du CAC 40 pour les sarcochos, battleurs infatigables, ils sont tous unis pour le oui. Et l'incarnation d'une économie qui, elle, est très forte. Je vous demande de faire un triomphe à Arnaud Lagardère. On ne présente plus le groupe de médias. Moi, je préfère, quand j'ai un but à marquer, je préfère être dans l'équipe que dans les vestiaires. Merci. Pour gagner, il faut donc communiquer. Et pour transmettre l'information, que faut-il? Des médias, bien sûr, et ça tombe bien. Tel un seul homme, ils s'engagent aux côtés du oui et ouvrent leurs plateaux de télévision, leurs antennes de radio et leurs unes de journaux. Ils ont la même vision du monde, ils sont issus des mêmes milieux sociaux et donc ils ont tendance à converger idéologiquement. Aujourd'hui, la pensée dominante, tant dans la gauche modérée que la droite modérée, la droite républicaine et les médias, eh bien, est convergente globalement. Ce phénomène du référendum est un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que les médias dominants sont pour le oui. Et à ce point que même les partisans du oui, dont je fais partie, se disent mais attendez, le débat est un peu tronqué quand même, hein. On avait l'impression... Et je suis convaincue aujourd'hui qu'un certain nombre de gens en ont eu ras-le-bol d'entendre tous les jours qu'il fallait voter oui. Ce parti pris des médias pour le oui, le journaliste et réalisateur de France 2, Jacques Cotta, ne l'a toujours pas digéré. Rien n'est laissé au hasard. On vous prend le matin au réveil, vous allumez votre radio, c'est le matraquage qui commence. Vous allez prendre votre café, vous prenez le journal, ça continue. Vous rentrez, vous regardez le journal télévisé, vous regardez des émissions à la télé, ça parachève l'affaire. Et si, par malheur, vous avez envie de prendre encore un peu d'informations et de prendre le journal officiel du soir, Le Monde, vous avez la totale. Tout est mis en place, rien n'est laissé au hasard. Le oui, le oui, le oui. En 2 mois, sur France Inter, Stéphane Paoli a invité dans son émission Question Directe 23 personnalités favorables au oui contre 4 favorables au non. Trop, c'est trop, et les auditeurs ne s'interdisent plus de le dire. En tant qu'auditeur et citoyen, je m'inquiète un petit peu de voir que tous vos chroniqueurs, tous vos journalistes prônent le oui allègrement. Non. Il n'y a aucune contradiction. Mais où allez-vous chercher tout ça? J'écoute monsieur Pierre Lemarque, j'écoute monsieur Guetta, j'écoute tous les journalistes et citez-moi un seul journaliste qui ait fait la promotion du non. À part Daniel Mermet, il n'y en a pas un sur France Inter. Et on se retrouve encore avec la France d'en haut qui nous demande de voter oui et la France d'en bas qui commence à en avoir assez. Bernard Guetta, vous vouliez dire un petit mot? Il ne faut tout de même pas qualifier de propagande toute explication ou argumentation qui n'est pas celle qui vous convient. Manifestement, les éditorialistes ne comprennent pas que l'on ne comprenne pas. Haro donc sur l'auditeur récalcitrant qui n'entend pas la sagesse des chroniqueurs. Parce qu'ils en sont convaincus, qu'ils travaillent dans le public ou dans le privé, à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, l'immense majorité des journalistes estiment ne faire dans cette campagne que de la pédagogie. Alors, est-ce que vous répondrez en revanche à Jean-Marie Le Pen, puisqu'il était particulièrement élogié avec vous, il est tenant du non, comme vous l'êtes. Est-ce que cette cohabitation du non vous va, par exemple? Vous vous moquez de moi? Je vous pose la question. Entre nous, quand vous dites à Fabius, est-ce que vous allez cohabiter avec Le Pen? Je pense qu'ils ne vont pas attendre à ce que Fabius leur dise oui, j'y pense. Donc ils n'attendent pas une réponse. Ils savent pertinemment que l'autre va être horrifié par la question. Donc ils ne posent la question pourquoi? Que pour décrédibiliser la position de Fabius, qui est de dire j'appelle à voter non. En 2005, Christophe Ventura est militant d'Attac. L'organisation altermondialiste a mobilisé la société civile pour le non. L'affaire Fabius-Schoenberg, il y en a eu plusieurs des comme ça. Une fois qu'on était sur les médias, on était en permanence sous le feu nourri de l'accusation de nationalisme et de faire le lit d'extrême droite, en réalité. Or, c'est eux qui l'ont fait. Les Français l'ont compris, votez bien, votez oui si vous ne voulez pas être taxés de populistes et d'anti-européens. Mais il est bien connu que les Français n'aiment pas que l'on décide pour eux. Là de ce matraquage, ils s'emparent à leur tour de la campagne. Le traité constitutionnel s'installe dans la société française et l'on voit au fil des semaines les meetings des nonistes faire salle comble. Oh, à ceux qui ont essayé de faire croire que le peuple français qui va dire non serait le peuple ennemi des autres, xénophobe et raciste. Marie-Georges Buffet, alors secrétaire nationale du PC, fait partie de cette union pour le non. Il y a un meeting, je me rappelle, j'étais accompagnée par un journaliste du Nouvel Observateur et je suis arrivée en retard. Et je suis rentrée dans la salle, sur la tribune,
Et les gens se sont mis à applaudir, etc. Et je me rappelle que ce journaliste m'avait dit, à la sortie, il m'avait dit « Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une dirigeante du Parti communiste français se fasse applaudir par un public comme ça ?» Il ne comprenait pas ce qui se passait. Et je lui avais expliqué que ce n'était pas la dirigeante du Parti communiste qui se faisait applaudir. C'était une personnalité engagée depuis le début sur le nom de gauche et qui portait ce nom de gauche. Et c'était pas des meetings traditionnels où on voyait les militants habituels ou les réseaux de militants habituels. C'était des gens qui parfois venaient pour la première fois dans un meeting politique, qui avaient des opinions politiques mais tout à fait différentes et qui n'y venaient pas parce que c'était quelqu'un, un socialiste ou un écologiste ou un autre qui appelait à ce meeting-là. Ils voulaient comprendre. Les gens venaient avec des carnets et des stylos. Et ils notaient les articles de la Constitution que nous égrénions pour montrer ce qu'ils contenaient. Des fois, on faisait rire en les lisant et on disait « bon, c'est clair pour vous » et tout le monde éclatait de rire car naturellement on ne comprenait rien à ce que disaient ces articles. Au-delà des meetings, les partisans du non tractent sur les marchés, affichent sur les murs. Une action citoyenne à laquelle Florian Philippot, alors chevènementiste, donc sympathisant de gauche, participe. Je me souviens la nuit, on allait mettre des petites affiches, des affichettes, etc. avec ce qu'on avait. Et il y avait dans Paris un bouillonnement terrible, plein de petites équipes de citoyens qui se respectaient d'ailleurs, quel que soit leur parti politique ou leur absence de parti politique, leur engagement, et 99% collaient pour le non, pas pour le oui. Ça, je crois que ça n'était pas prévu au départ. Le débat s'est politisé et les Français s'y sont intéressés massivement. Au point de descendre dans la rue et de crier leur rejet de la Constitution au nom de la préservation des services publics. Ainsi, le débat se politise chaque jour un peu plus loin des shows du PS et de l'UMP. Et au bout de 2 mois, le non remonte dans les sondages. Selon un sondage CSA rendu public ce soir, le non représenterait 51% des opinions. Pour les partisans du oui, c'est un choc. Mais les 2 partis majoritaires avaient senti le vent tourner. Ils ont fait appel à Paris Match. L'hebdomadaire d'Arnaud Lagardère sort en kiosque le 17 mars 2005 et les Français découvrent alors cette stupéfiante une. Être capable de faire ça pour arriver à son objectif, de faire gagner le oui, ben ça veut dire quand même qu'il y a un manque d'éthique quelque part. Cette une, c'est la tragédie de la démocratie française. Elle exprime totalement le divorce entre le peuple et la fausse démocratie qui est chez nous. Qui aurait pu croire que ces 2-là allaient devenir président de la République? C'est la concrétisation. Il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a le Parti européen et les autres. Et le problème, c'est que les autres, ça risque d'être le parti du peuple contre le parti des élites et de la pensée dominante. Et là, on dit à Hollande, mais il est fou, quoi. Il est fou. Entre gens de bonne compagnie dans les classes moyennes intégrées, eh ben, on choisit tantôt le centre-gauche, tantôt le centre-droit, un petit peu plus social, un petit peu plus l'ordre et la discipline. Et voilà l'horizon politique qu'on nous présente. Je pense qu'il ne pouvait pas faire meilleur cadeau au non que cette une, qui marque vraiment une connivence totale avec ses sourires, cette proximité même physique, une connivence totale entre les 2 partis, les 2 grands partis du système. Et pour le oui, donc pour un système, pour un projet qui n'est pas favorable à la France, au peuple français. Coup de com' raté. Et le non, cible privilégiée depuis des mois des assauts de la presse, poursuivra jusqu'au vote sa remontée. Après 5 mois de campagne intensive, le 29 mai 2005, les Français se déplacent en masse dans les isoloirs. Avec un taux de participation exceptionnel de 70% et une abstention d'à peine 30%, le référendum a rencontré son public. Non. Et le soir venu, le non l'emporte. Rejette. Si dans ce non, une minorité d'extrême droite rejette l'idée même de l'Europe, le non de gauche majoritaire exprime quant à lui un simple rejet de la Constitution.
C'est une victoire nette, c'est une victoire populaire. C'est les électeurs et les électrices eux-mêmes qui construisent cette victoire. Voilà, il n'y a pas d'homme providentiel ni de femme providentielle. C'est eux qui construisent cette victoire. Le 29 mai 2005 reste un jour historique parce que c'est une victoire de la souveraineté populaire sur le système politique, le système médiatique. On a réussi à mobiliser la population, à l'intéresser à une question vraiment éminemment politique. 84 départements sur 100 ont voté non. 59% des sympathisants socialistes ont voté non. Une déculottée mal digérée par les tenants du oui. Alors, sur les plateaux de télévision, on laisse poindre le pire. Je crois que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est aussi une défaite pour la France. Dès le soir même, comme pour le Brexit, c'est l'arrogance vindicative, c'est la méchanceté, c'est le refus du suffrage. Et on a l'impression que l'apocalypse est tombé sur la France. Ils tiraient tous une tête de 3 pieds de long. Et alors, évidemment, comme ils étaient aussi dans la rage de la campagne, parce que c'était pas une campagne calme, hein, alors ils continuaient la campagne le soir. Que pensez-vous de ce désastre du non qu'il a emporté, qui maintenant va provoquer la ruine et le chômage? Enfin bref, ils croupissaient dans ce jus de rancœur qui va s'aigrir au fil des jours. Là encore, on est dans le déni de réalité total. On est dans l'autisme politique qui caractérise ceux qui dirigent le pays à l'époque et encore aujourd'hui, de ne pas comprendre tout simplement la France, de ne pas comprendre ce qu'est la société française, ses attentes, de ne pas vouloir le voir parce que c'est un vote de classe et un vote informé, sans et par-dessus les médias d'information. Les partisans du oui s'étaient engagés tellement dans cette campagne qu'une victoire du non ne pouvait être qu'insupportable à leurs yeux, et ça ne pouvait que, à leurs yeux, disqualifier le peuple, évidemment. D'où le mot populisme, etc., qui est toujours utilisé de manière péjorative, mais en réalité péjorative pour le peuple lui-même, si on y réfléchit bien. À voter. Populisme, xénophobie, rien n'est épargné aux Français par les tenants du oui. Et dans la presse du matin, les éditorialistes se déchaînent. De cri d'orfraie en cri d'orfraie, on retiendra le style sans retenue du directeur de Libération, Serge July, qui toute morgue en avant tacle ce peuple, apeuré et inculte. Alors lui, pour le coup, va réduire le vote non à un vote purement protestataire d'extrême droite. Tout le jeu de Libération à l'époque, alors au moins de Serge July, c'est d'occulter ce vote de gauche qui a été très important. Ce jour-là, j'ai décidé, et j'ai tenu la parole jusqu'à présent, je n'ai plus jamais acheté Libération. Parce que ça m'a mis dans une rage, c'était insultant, voilà. Il nous a insultés, quand je dis nous, les électeurs du non étaient insultés. Et l'insulte suprême, ces gens-là, c'est tout de suite de nous accuser de populisme. Ça ne veut rien dire. Ce qui a fait la victoire du non en 2005, c'est l'appel à l'intelligence. C'est la noblesse de la politique. Journaliste à Libération, Grégoire Bizot a voté oui. Mais il n'a toujours pas accepté l'édito de son patron. Je l'ai relu récemment et j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas qu'il ait pu écrire ça rétrospectivement. Je trouvais ça d'une violence absolument terrible. Moi, j'ai l'effroi du populisme. Alors voilà, sur cet édito lui-même, je n'ai pas de regret en termes de ce que j'ai écrit. Je pense qu'il a décrit exactement ce qui s'est passé. C'est en France, en Europe, je veux dire, dans la plupart des pays développés, oui, je le vois à l'œuvre. Et ça m'effraie et je me sens, y compris même personnellement, impuissant par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se casse. Il ne comprend plus la société dans laquelle il est. Avec Serge et avec l'ensemble de la direction. Ce soir-là, ce jour-là, c'est pas on a merdé. Ils ne reconnaissent pas non plus ce nom de gauche, ce nom de gauche européen. Quelle pouvait être la réaction du système médiatique après sa cuisante défaite? Si vous votiez non, vous pouviez être inculte, manipulé, pathologiquement nationaliste, etc., etc. Il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est ce mépris-là, précisément, qui a alimenté et donné son combustible à l'extrême droite et à l'arrivée de Marine Le Pen. Bonjour. Au lendemain de la victoire du non, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui pensait haut et fort que le oui l'emporterait, est contraint de démissionner.
Si la victoire du non déstabilise l'exécutif, le président de l'UMP se frotte les mains. L'échec de Jacques Chirac deviendrait-il une aubaine pour Nicolas Sarkozy? À l'époque, Nicolas Sarkozy a l'objectif d'être élu président de la République. Et cette défaite de Chirac l'arrange plutôt. Il n'est pas du tout triste, Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Il en voit tout le bénéfice. Ce traité qui bouscule complètement la politique, qui affaiblit aussi plus Chirac que lui, qui sème la zizanie au Parti Socialiste, il va pouvoir en tirer le meilleur parti. Et Nicolas Sarkozy va profiter de cette espèce de chaos que va créer la victoire du non en 2005. Surfer sur le chaos, il aime ça, Nicolas Sarkozy. Cela lui donne de l'importance. Et le 8 septembre 2006, le nouveau ministre de l'Intérieur, déjà vêtu de l'habit de candidat à la présidentielle, se rend à Bruxelles avec la ferme intention de donner quelques gages à son ami Barroso, président de la Commission européenne. Entendez par là, si vous m'épaulez, je ramènerai la France dans le droit chemin. J'ai senti un Européen convaincu et convaincant. On se rend compte qu'ils n'acceptent pas leur défaite. Mais à l'époque, on n'avait pas encore l'expérience d'un viol de la démocratie de l'ampleur de celui qui va se commettre. Et on n'en croyait pas les responsables politiques français capables. Se met en place le vol par les élites eurocrates du vote des Français, tout simplement. Ils se sont mis d'accord en mangeant autour de la table pour continuer la construction libérale de l'Europe, la mise en concurrence, la casse des services publics, etc. Vous voyez bien cette espèce de connivence satisfaite de gens qui sont déterminés à ce que l'Europe se fasse sans les peuples européens. Pas encore élu, mais sûr de lui, Nicolas Sarkozy fait alors une promesse à Bruxelles. Il faut recourir à un mini-traité pour réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes. Alors la dernière fois que je le vois, je ne l'ai pas revu depuis, je le vois le 13 janvier 2007, place Beauvau, il veut me recevoir. Et là, il commence à me faire un grand cinéma. Alors pourquoi tu m'attaques partout? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'ai toujours accueilli. Quand tu as voté non, je t'ai toujours laissé la place au sein de l'UMP, ce qui était vrai. Mais j'ai dit, écoute, je vois arriver avec effroi que tu es candidat, c'est ton choix, mais sur une affaire fondamentale de l'Europe, tu veux revenir sur le référendum. Et là, il me dit, mais le référendum, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, mais comment tu peux? Les Français ont voté. Mais il dit, mon élection vaudra l'équivalent, ça sera un vote. En ce début 2007, le candidat Nicolas Sarkozy, qui se prépare à succéder à Jacques Chirac, semble prêt à se substituer, tel un monarque, à la souveraineté du peuple. Mais au fait, qu'entend-il par mini-traité? La question ne lui sera jamais posée, mais qu'importe, si on l'entend bien, ce texte, quelle que soit son appellation, fera de lui le sauveur de l'Europe. Je débloquerai la situation en Europe en proposant un traité simplifié sur lequel messieurs Zapatero, Blair et madame Merkel m'ont donné leur accord et qui fera de l'Europe une protection pour les Français et non pas le cheval de Troie de la mondialisation. Un traité sans référendum. Bien sûr. On n'imaginait pas la rouerie de cette combine qui a consisté à reprendre le traité, le découper en petits morceaux, jeter le papier en l'air, le laisser retomber et coller ce qu'il y avait en disant voilà, c'est le nouveau traité. Le texte qui sera au final adopté, ça n'est pas un mini-traité. Il s'appelle le traité de Lisbonne et c'est la Constitution européenne. Et c'est pas moi qui le dis. Les pères de la Constitution européenne, M. Giscard d'Estaing, Mme Merkel, président de la Commission européenne Barroso, tous, on peut retrouver leurs citations, l'ont dit en 2006 ou en 2007 ou en 2008. On dit ce texte, c'est la même chose. On prend les mêmes éléments qu'on remet dans un ordre différent. Après 6 mois de campagne intense, Nicolas Sarkozy remporte le 6 mai 2007 l'élection présidentielle. 10 jours plus tard, l'homme convaincu et convaincant se rend à Berlin bien décidé à concrétiser avec son amie Angela Merkel le retour de la France dans le giron européen. N'oubliez pas ce qu'il disait à Nicolas Dupont-Aignan. « Mon élection vaudra quitus du peuple ». C'est ainsi que le 13 décembre 2007, il signe sans état d'âme à Lisbonne le nouveau traité européen du même nom. 6 semaines plus tard, réunis à Versailles,
les parlementaires, sur demande du chef de l'État, sont appelés à modifier la Constitution afin de permettre la ratification du traité de Lisbonne. Ils s'apprêtent à commettre le plus grand rapt démocratique de la Ve République. Il y a 2 ans, nous avons rejeté un texte qui donnait à l'aventure européenne un cadre constitutionnel. Ce fut le choix des Français. Et ce choix, il devait être respecté. Mais nous ne pouvons pas ignorer que nous avons alors jeté une Europe qui espérait en nous dans l'étonnement et dans le trouble. Mais que se passe-t-il dans la tête de François Fillon ? Comment le Premier ministre de Nicolas Sarkozy peut-il assurer que le choix des Français doit être respecté alors qu'on se prépare à contourner leur vote de 2005 ? Le peuple s'est prononcé une première fois par référendum. Aujourd'hui, le président de la République veut refaire passer le même traité à quelques nuances près par la voie parlementaire. Et c'est un déni de démocratie, clairement. Mais attention, l'Europe construite comme ça, c'est une Europe qui se met en divorce avec le peuple, et c'est grave. Comment faire si nos dirigeants vivent dans un monde parallèle ? Que faire lorsqu'ils bafouent le vote souverain parce que, justement, ce traité de Lisbonne n'a pas été soumis à référendum ? C'est la restauration. Je me revois encore marchant dans ce Versailles magnifique et me dire, mais comment les parlementaires, les élus de la nation peuvent défaire ce que le peuple a fait? C'est un crime. C'est un crime politique. Tous ceux qui ont aidé, d'une certaine façon, Sarkozy, par l'abstention, voire même par le vote oui, au moment du Congrès, à faire adopter le traité de Lisbonne, ce sont des gens qui sont persuadés d'avoir raison par rapport au peuple. Et ce qu'ils ont fait est terrible. Parce que c'est pas simplement un déni de démocratie, c'est que c'est une entaille durable dans l'idée même qu'on se fait de la démocratie, de sa possibilité. Finalement, tout ça ne reposerait pas sur les grands principes qu'on nous a enseignés et transmis. La délibération collective, le respect du peuple, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tout ça, en fait, c'est du pipeau. Quand le peuple ne convient pas au gouvernement, le gouvernement change le peuple. Alors, ils ont décidé, le peuple, bon, il y a une légitimité, il faut quand même s'incliner devant le fait que le Parlement représente le peuple français, mais il le représente à la condition de ne pas faire exactement le contraire de sa volonté. Alors d'habitude, on peut dire, ah ben ça, vous n'en savez rien, sa volonté. Ben là, si, on le savait, ils avaient voté. Et massivement pour le non. Donc c'est une forfaiture, il faut appeler les choses par leur nom. Pour moi, c'était attentatoire au contrat civique. Imaginez que dans quelques mois, après le référendum sur le Brexit, ce soit la Chambre des communes qui dise le référendum n'a plus aucune valeur, vous auriez un climat... c'est le mot révolutionnaire qui me vient, mais en tout cas quelque chose qui ressemblerait à ça, qui ressemblerait à un peuple qui se met en absolue rupture avec son pouvoir. À Versailles, la majorité des parlementaires, de gauche comme de droite, ont adopté la modification de la Constitution par 560 voix pour et 181 contre. 3 jours plus tard, à l'Assemblée nationale, la Constitution modifiée, députés de droite et députés socialistes adoptent en masse la loi permettant la ratification du traité. Voilà comment les représentants de la nation ont censuré le peuple qui les a élus. Je suis scandalisée. Il suffisait que les socialistes refusent de ratifier, votent contre la modification constitutionnelle pour faire passer le traité de Lisbonne, pour que ce traité ne puisse pas passer. On peut se croire malin quand on monte des coups comme cela, mais les blessures qui sont infligées à la conscience collective, les affects qui sont bousculés par ce type de méthode, laissent des traces indélébiles. Et le sentiment de dégoût qui va finir par être de la haine contre toute la superstructure politique a son terreau initial dans ces jours-là, dans cette opération-là. Alors qu'en 2005, les médias s'étaient emparés du oui, ils sont pour le coup terriblement silencieux sur ce déni de démocratie.
Une complicité implicite qui creuse encore plus le divorce entre citoyens et élites. Mais comment voulez-vous que la presse, qui a soutenu, qui est allée jusqu'au bout dans le soutien du oui contre un débat démocratique et contre ce que l'on pouvait attendre d'une presse libre et indépendante, comment voulez-vous qu'elle intervienne et qu'elle dise à ce moment-là « Attendez, il y a un problème dans ce qui se passe. Le peuple français est en train de se faire voler sa décision souveraine et donc ça ne va pas. » Donc la presse, en se taisant, décide, dans un même mouvement, de rejoindre ce que les politiques ont fait, toutes tendances confondues. Très vite converti au modèle libéral allemand, Nicolas Sarkozy entretient tout au long de son mandat une véritable lune de miel avec Angela Merkel. Devenu inséparable, le couple franco-allemand concocte alors sous fond de crise économique un nouveau traité, le pacte budgétaire. Le 9 décembre 2011, ils soumettent aux dirigeants européens un texte instaurant une règle d'or appelée austérité. Elle va fragiliser les acquis sociaux. 2 mois plus tard, alors que s'ouvre sous fond de récession la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, le candidat socialiste François Hollande, qui veut faire la synthèse entre la France du oui et celle du non, se lance alors dans de belles promesses. Nous avons besoin d'Europe. Elle doit nous aider à sortir de la crise. Mais pas à nous imposer une austérité sans fin. Je renégocierai le traité européen issu de l'accord du 9 décembre. Terrible, hein, parce que François Hollande, il prend des engagements forts à ce moment-là, au-delà de la tonalité entraînante, convaincue et convaincante, du candidat en campagne contre la finance et contre le carcan antidémocratique qui est en train de nous enfermer. Merci, peuple de France! Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République avec 51% des suffrages. C'est l'espoir. Évidemment. Vous y croyez? Bien sûr que j'y crois. Vous y croyez pas? Le jour même de son investiture, le nouveau chef de l'État se rend à Berlin. Dans la capitale allemande, la chancelière Angela Merkel va très vite remettre le président français au pas. Et François Hollande va renoncer à renégocier le traité. Dès qu'il a été président et qu'il s'est retrouvé devant Mme Merkel à Berlin et devant les institutions européennes, il a considéré que la pression était trop forte pour lui pour, en quelque sorte, se confronter au système européen et puis au leader de ce système européen qui aujourd'hui est l'Allemagne. Je pense que le Parti socialiste n'était peut-être pas prêt à exercer le pouvoir, pas prêt à affronter les difficultés aujourd'hui de l'exercice du pouvoir quand on veut être de gauche dans un cadre libéral européen qui est extrêmement hostile. Et donc ils ont tout de suite capitulé. Entre les paroles et les actes, il y a parfois un gouffre abyssal. Et ce fameux pacte budgétaire signé par Nicolas Sarkozy, François Hollande va gentiment le faire ratifier. Monsieur Hérault, c'était l'engagement numéro 11 de François Hollande. Oui, je l'ai relu avant de venir à votre émission. Alors, regardez, il disait je renégocierai le traité européen. Il disait je renégocierai, oui, il disait pas je compléterai, il disait je renégocierai. Je renégocierai. Dans le sens de la croissance. Et pas je compléterai. Non, mais écoutez, on va pas jouer sur les mots. Ah. Droit dans ses bottes, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ne répondra pas à la question. Mais 3 mois après la victoire, ce quinquennat ne tient déjà plus ses promesses. Quand on arrive au gouvernement, qu'est-ce qui fait déchirure encore pour beaucoup de citoyens français? C'est que François Hollande dit « je vais renégocier » et qu'il n'y a pas de renégociation. Il y a des avancées, elles sont réelles, mais une avancée, c'est pas une renégociation dans la tête de beaucoup. Donc, on est toujours sur le sujet de 2005, preuve en est. Quand les gens vous parlent de trahison, sur quel point on me parle de trahison? Sur l'Europe. Toujours est-il que ça reste un délit de démocratie, qu'il ne respecte pas son mandat. Il ne renégocie pas une seule ligne, mais pas une seule virgule du traité. Et là, c'est la sidération quand même. Alors, très tôt dans le quinquennat, donc, on s'aperçoit que le pli qui va être pris va être un pli de renoncement.
D'abord parce que la question du traité était un peu la clé de voûte de tout le reste. Je pense que le péché originel dans le mandat de François Hollande, dans l'exercice de sa fonction de président de la République, il commence à ce moment-là. Il écoute, il entend, il comprend, et il dit « je n'ai pas le choix, je ne vais pas réussir ». Il y a un veto trop fort de l'Allemagne. Il aurait dû dire clairement, prendre TF1, France 2, une chaîne, peu importe laquelle, pour dire « voilà la situation ». Et de façon solennelle. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué. Eh bien, c'est une erreur. Imaginez-vous que Mme Merkel, la chancelière allemande, pour la deuxième fois, elle voit un Français qui lui dit « les Français peuvent voter ce qu'ils veulent, je m'en fiche, je signe ». Et elle en a tiré la seule conclusion rationnelle qu'on peut tirer, à savoir que les porte-paroles de la France étaient acquis de toute manière à ce qu'on voudrait bien faire en Europe, selon l'intérêt qu'elle y trouve. C'est une erreur, mais considérable pour la puissance française et notre capacité, ensuite, dans les discussions qui ont suivi, à obtenir qu'on règle quelque chose. Le renoncement de François Hollande va imposer à la France une politique d'austérité de plus en plus grande. La chose est entendue, le pays doit se mettre en conformité avec le pacte budgétaire et les recommandations européennes. Et qu'importent les promesses faites aux Français. Nous, on n'a pas élu François Hollande pour qu'il fasse une politique de droite. Voilà. En bon petit soldat, Manuel Valls et la ministre Myriam El Khomri vont concocter en 2016 une loi travail pas vraiment sociale. Ce texte, qui chante entre autres la réduction du coût du travail ou encore le licenciement économique simplifié, attise la colère des Français. Et à l'Assemblée nationale se profile un passage en force. La loi du 49.3 et donc la fin du débat parlementaire en première lecture. Myriam El Khomri elle-même, quand elle présente la loi, c'est-à-dire avant même qu'on ait eu le texte, dit « et cette loi, on ira jusqu'au bout ». Et le Premier ministre derrière dit « jusqu'au 49.3 s'il faut ». Ça n'a pas de sens. Je veux dire, alors là, c'est une erreur. Parce que si on présente un texte qui peut être voté par cette majorité, c'est bien évidemment qu'il n'y aura pas besoin de 49.3. Si on commence à dire qu'il y aura un 49.3, ça veut dire que dans ce texte, il y a des choses qui vont choquer la majorité. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Vous savez, c'est la même attitude, en fin de compte, que les mêmes ont eu en 2005. Hein. Vous pouvez voter, mais passé, il n'y a rien à voir. Vous pouvez manifester n'importe comment. On a mis le 49.3, la loi, elle est adoptée, vous pouvez manifester. Hein. C'est une forme de mépris. C'est exactement le même vécu que 2005. Hein. On pense pour vous, on sait pour vous, et après, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est réglé. Hein. Un coup de force soutenu par le président Hollande. Pourtant, souvenez-vous de ce qu'il dénonçait 10 ans plus tôt lorsqu'il était à la tête du Parti socialiste. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Résumons-nous. Le 49.3 serait donc un déni de démocratie lorsque la droite est au pouvoir et un outil démocratique lorsque les socialistes gouvernent. C'est pire que de passer en force, puisque le débat n'a pas eu lieu, n'a pas été organisé. Parce que, à la limite, vous pouvez vous dire, on a 100 heures de débat où les arguments sont... Mais au bout du compte, on passe par le 49.3 parce qu'on voit que le vote est impossible. Mais entre mettre cet instrument constitutionnel sur le vote et interdire le débat, il y a un gouffre. Hein. Je vis comme quelque chose de terrible d'entendre à la fin de l'article 1, avant même qu'on ait commencé la discussion de l'article 2, qu'il n'y aura pas de vote. Effectivement, la députée que je suis, représentant une circonscription, mais aussi des convictions politiques profondes, je suis choquée. Je suis blessée, sans doute. Et c'est même pas fait avec panache, c'est fait comme ça. La loi El Khomri sera adoptée le 21 juillet 2016, en catimini, pendant les vacances des Français, bien entendu. En politique, on marche parfois sur la tête et on retourne souvent sa veste au nom d'ambitions dévorantes. C'est pourquoi, après avoir utilisé 6 fois le 49.3 et jeté les Français dans la rue, Manuel Valls, pour son entrée en campagne présidentielle, n'a aucun complexe, écoutez bien, à annoncer sur France Inter. Je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget,
je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Voilà. Vous savez, la question, c'est pas le 49.3, la question, c'est l'usage qu'on en fait et quel est le projet qu'on veut pour la nation française. C'est tout. Et est-ce qu'on a des hommes politiques qui veulent défendre la nation et servir le peuple, ou qui veulent au contraire servir une oligarchie mondiale? Voilà. Mais ce conflit qu'on a en France, il est récurrent dans tous les pays. C'est ce qui a animé le Brexit en Angleterre, c'est ce qui anime le mouvement 5 étoiles en Italie, c'est ce qui anime la gauche espagnole d'Iglesias. En France, ça s'est appelé Le Pen. Dans chaque pays, la colère du peuple face à la dépossession démocratique emprunte les voies qu'ils ont sous la main. On l'aura compris, depuis plus d'une décennie, l'aveuglement perdure au sein de l'establishment politique. Ceux qui nous gouvernent ont exclu les Français de leurs décisions. Ils sont restés sourds au vote contestataire. Ils ont fini par tuer la confiance. Cette attitude n'est pas restée sans conséquences. Au fil des ans, le désamour des citoyens pour les politiques s'est installé et beaucoup se sont tournés vers le Front National. C'est malheureux d'en arriver là quand même, hein, mais... Pourquoi c'est malheureux? Mais si, mais Serge, non, mais je veux dire, attends... Non. Là, les Français se sont réveillés, c'est bien. En 2014, 2 ans après l'élection de François Hollande, les Français sont retournés aux urnes, pour les élections européennes justement. Cette année-là, le Front National, qui a recueilli Florian Philippot, va récolter les fruits du rejet, par une grande partie des citoyens, de cette Europe qu'on leur a imposée. Avec un score de 25% des suffrages, le Front National a obtenu plus de députés européens que l'UMP ou le PS. Je pense que réellement les gens qui ont voté comme moi, et pour la plupart et la majorité des gens qui ont voté pour moi, n'ont pas voté pour un parti, mais pour une contestation. La contestation, encore et toujours. Lorsque l'on regarde la carte électorale du non au référendum de 2005 et celle du Front National aux européennes de 2014, à quelques départements près, la similitude entre ces deux votes de rejet est flagrante. Un an plus tard, le Front National récidive et remporte le premier tour des régionales de 2015 avec 28% des suffrages. Il devient en nombre de votants le premier parti de France. Comment le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en est-il arrivé là ? À partir du moment, après 2005, où la classe politique a trahi, eh bien, la classe ouvrière, qui est la première victime de cette politique d'austérité inutile, parce que je ne suis pas hostile à la bonne rigueur, mais la classe ouvrière bascule vers le Front National. Dans le processus du non, il y a un non de gauche et un non d'extrême droite, clairement. Et dans ce genre de situation qui rebrasse tout le champ politique, puisqu'on trouvait des gens de gauche pour le oui, des gens de gauche pour le non, des gens de droite pour le oui, des gens de droite pour le non. Bref, on est dans un moment où tout se rebrasse. Et où donc des gens vont quitter leurs affiliations traditionnelles, leurs réflexes électoraux traditionnels, et vont regarder dans leur propre champ qui les représente le mieux. Autrement dit, si l'on a voté non, qu'est-ce qui me représente mieux de ceux de gauche ou de ceux du Front National dans le non. Et alors, le Front National fait un travail cohérent, puisqu'il a un seul leader, un seul programme et une seule méthode de travail. Bon, ils sont donc cohérents, et la force va à la force dans ce genre de situation. Tandis que nous, c'est la douce pagaille. Le Front National augmente parce qu'il surfe sur le non, parce que le chômage s'accroît, que l'austérité percute les gens, que notre contrat républicain s'effiloche. Et le Front National dit il n'y a qu'une seule solution, virer les étrangers et quitter l'Europe. Enfin, à peu près, voilà. Donc, effectivement, il se nourrit de nos faillites, c'est vrai. Et la question européenne n'est pas subsidiaire dans cette affaire. L'Europe, mère de tous les maux, c'est bien ce que se sont dit nos cousins britanniques qui, en 2016, face à l'austérité grimpante et lassés des contraintes européennes, ont décidé la rupture. Le 24 juin, appelés à se prononcer sur la sortie ou pas de la Grande-Bretagne de l'Europe, ils ont répondu « out », traduisez « dehors » à 52%.
Le lendemain, la classe politique s'est réveillée groggy. Mon collègue britannique, qui était un libéral centriste, qui était catastrophé devant le Brexit, parce qu'il nous disait toujours la Grande-Bretagne c'est génial, la France on n'est que des nuls. Bon, eh ben, je lui dis bonjour, là ta Grande-Bretagne géniale, elle vote le Brexit, etc. Et lui, là, il me dit oui, mais c'est les exclus de la mondialisation qui ont voté. Ben, je lui dis voilà ton problème, c'est que les exclus sont devenus majoritaires, mon gars. Donc les non-bénéficiaires de la mondialisation deviennent majoritaires. Donc il va être temps que vous vous en rendiez compte. Voilà. Et pendant un moment, vous avez essayé de ne pas le voir, et maintenant, il se rebelle. Et il se relève, pas forcément avec l'idéologie qu'on aimerait, c'est ce que je disais, quelle va être l'offre politique pour ça, mais je pense qu'elle est là. Donc le peuple, finalement, se fera entendre. Hollande m'a dit, le lendemain du Brexit, il a reçu les partis politiques, et il m'a dit cette phrase extravagante. Je lui parle du Brexit, des causes, etc. Il dit, oh, de toute façon, partout il y a des populistes, regardez même aux États-Unis avec Trump, alors vous savez. À aucun moment, en tout cas chez Hollande, il y a cette espèce de lucidité à se poser la question de savoir pourquoi on en est là. Je vois un peuple français qui est très conscient maintenant des questions européennes. Chaque Français, je crois que maintenant, fait beaucoup plus par rapport à il y a 10 ans ou 15 ans, le lien entre sa vie quotidienne et l'Union européenne. Et voit bien que ça fonctionne pas. Il voit bien un système qui s'agace, qui s'énerve, qui devient insultant avec les peuples, qui se replie sur lui-même. C'est le signe, ça, d'une idéologie qui est en train de mourir. République française. Après une décennie agitée sous fond de déni de démocratie au nom de l'Europe, que sera demain? Quel horizon se profile pour une France malmenée depuis des années par une classe politique, médiatique et économique au nom d'une supériorité dont elle est la seule convaincue? La situation est terriblement dangereuse. Non seulement parce qu'on a provoqué des fractures terribles entre les nations, dans les nations, et que tout ça se paye à un moment ou à un autre. Le Brexit est un signal d'alerte maximum, il n'est pas pris comme tel. Donc, si la France devait jouer un rôle, c'est celle d'une puissance qui propose de remettre tout ça à plat et de regarder dans quelles conditions il serait possible de construire une Europe décente. Pas cette chose où, en interdisant l'harmonisation fiscale et sociale, on oblige tous les pays à se taper. Et le moins-disant social finit par l'emporter. Si on continue, eh ben, on va avoir le contraire de ce qu'on nous promettait au début. On disait, nous allons faire l'Europe sans défaire la France. Eh bien là, nous ne ferons pas l'Europe, mais nous déferons la France. Moi, je suis très inquiète de la situation de la France. Et je suis démoralisée. On n'est plus porteur de débat d'idées, on ne débat plus, on ne parle plus de notre rêve à nous, parce qu'on ne sait pas dire nos erreurs. Et je pense que si on disait mieux nos erreurs, on pourrait à nouveau parler d'espoir. Mais il faut qu'on s'y mette.